Bonjour à tous, Steve Nadir au micro du 14h de Radio J. C'est un plaisir de démarrer la semaine à vos côtés. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, dans quelques minutes, le direct de Jérusalem avec notre correspondante permanente Pascal Sunshine, le grand entretien du 14h avec Julien Sarfati Baloul, manager France d'une société israélienne qui a le vent en poupe, Orcam Technologies. Elle vient d'associer son image à celle de la star de football Lionel Messi. On parlera également politique avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Mais chaque chose en son temps, on fait d'abord le point sur les dernières nouvelles avec le journal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Israël réimpose donc un confinement général de 3 semaines pour tenter de maîtriser la seconde vague de coronavirus. Le nouveau confinement entrera en vigueur à partir de vendredi prochain à 14h, heure locale pour la fête de Rosh Hashanah, et se terminera le dernier jour de Sukkot, le samedi 10 octobre. C'est ce qu'a annoncé hier soir Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, gouvernement, nous avons pris la décision d'un confinement pour 3 semaines avec une possibilité de prolongation. L'État hébreu devient ainsi le premier pays à se reconfiner au monde. Plusieurs restrictions seront en vigueur. Les déplacements à plus de 500 mètres de son domicile seront interdits. Les écoles, restaurants, hôtels, salles de sport, piscines, salles de réception seront fermées. Seuls les supermarchés et les pharmacies pourront rester ouverts, tandis que les restaurants pourront proposer des livraisons. Les prières seront limitées à 10 personnes en intérieur et à 20 personnes en extérieur. Sur le plan comptable maintenant, 3182 cas positifs ont été enregistrés hier. Le ministère de la Santé israélien a rapporté 40 561 cas actifs dans le pays. Parmi eux, 529 patients se trouvent dans un état grave et 135 sous assistance respiratoire. 1126 personnes ont perdu la vie due à la Covid-19 dans le pays au total. Et dans ce contexte, Gabriel, le directeur général du ministère de la Santé, a fixé l'objectif à atteindre 1000 cas par jour. À la radio Reshet Bet ce matin, Chézy Lévy a déclaré qu'en atteignant ce cap, le confinement pourrait être interrompu avant la fin des 3 semaines. Afin de mettre fin au confinement dans 3 semaines, nous voulons voir une réduction du taux d'infection. Nous voudrions atteindre 500 infections par jour, mais ce n'est évidemment pas possible pour le moment, a-t-il expliqué. C'est l'autre actualité de la semaine en Israël. Benjamin Netanyahou a atterri ce matin à l'aéroport d'Andrews, près de Washington, à la veille de la cérémonie de signature de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis, mais aussi Bahreïn, Gabriel. Une cérémonie qui se tiendra demain à la Maison-Blanche à midi, heure locale. Les États arabes seront représentés à la cérémonie par les ministres des Affaires étrangères Abdullah bin Zayed pour les Émirats et par Abd al-Latif al-Aziani pour le Bahreïn. Le chef du gouvernement israélien devrait soumettre les accords avec le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis à la Knesset pour discussion la semaine prochaine. Et hier, c'est le sultanat d'Oman qui a salué cette normalisation entre Israël et le Bahreïn. L'État du Golfe a affirmé que le développement reflétait les espoirs de tous les pays qui veulent la paix au Moyen-Orient. Le sultanat espère que cette nouvelle direction stratégique choisie par certains pays arabes sera un pas vers la réalisation de la paix basée sur la fin de l'occupation israélienne des terres palestiniennes et l'établissement d'une Palestine indépendante avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est ce qu'a déclaré le sultanat dans un communiqué à la télévision d'État. Et selon le Israël Hayom de ce matin, Oman devrait être le 3e État arabe à rétablir des relations diplomatiques formelles avec l'État hébreu. Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et donc prochainement, on l'espère, Oman. On continue avec de la diplomatie. La Hongrie sera le seul pays de l'Union européenne à être présent demain à la cérémonie à Washington, Gabriel. Le pays européen sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjártó. Depuis que la Maison-Blanche a préparé le programme de stabilisation de la région, il s'agit du 2e développement qui prouve qu'il s'agit du meilleur plan de paix à ce jour et qu'il promet de ramener enfin la paix au Moyen-Orient, a écrit Szijjártó sur sa page Facebook samedi. Le ministre hongrois s'entretiendra avec le gendre et conseiller principal de Donald Trump, Jared Kushner. Un mot de défense à 14h04. Les frappes aériennes attribuées à Israël lundi dernier ont tué 10 combattants pro-iraniens dans l'est de la Syrie. 2 de ces morts étaient des ressortissants syriens, les 8 autres étaient irakiens. Les frappes aériennes avaient visé des dépôts de munitions et des véhicules utilisés par les milices pro-iraniennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé qu'au moins 6 explosions puissantes avaient été entendues lundi à l'extérieur de la ville d'Al-Boukamal dans la région de Deir ez-Zor à l'est de la Syrie. Et puis des nouvelles du programme
nucléaire iranien. 1044 centrifugeuses seraient actuellement actives dans l'usine souterraine de Fordo. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'agence atomique iranienne hier, une activité conforme aux mesures prises par la République islamique visant à réduire ses engagements envers l'accord nucléaire de 2015. La suspension de toutes les activités d'enrichissement d'uranium dans cette usine était l'un des engagements pris par l'Iran dans le cadre de l'accord de Vienne de 2015 et destiné à limiter son programme nucléaire en échange d'une levée de sanctions à son encontre. Dans le cadre de l'accord, Téhéran s'était engagé à limiter son stock d'uranium enrichi, son niveau d'enrichissement, le nombre de ses centrifugeuses et le développement de centrifugeuses avancées. L'Iran s'est désengagé sur chacun de ces points. L'actualité en France, le pays fait face à une reprise de la pandémie de coronavirus. Cela ne vous aura pas échappé. De nouvelles restrictions pourraient être annoncées aujourd'hui dans certaines régions, Gabriel. Les préfets sont appelés à proposer de nouvelles mesures complémentaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui sur LCI que plusieurs préfets, dont celui des Bouches-du-Rhône, auront l'occasion de proposer des restrictions en plus pour éviter les rassemblements comme ceux ayant eu lieu hier soir lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Une victoire historique, Gabriel, de l'Olympique de Marseille en dépit d'une fin de match houleuse. Le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, n'a pas affiché de son côté son optimisme ce matin quant à un recul éventuel du virus. Invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV, Martin Hirsch a déclaré s'attendre à un automne compliqué. Un automne déjà compliqué et un hiver qui peut être très difficile, oui. Et un hiver qui peut être très difficile. On n'est pas en train de manipuler les gens par la peur. Moi, je vais vous poser cette question parce que l'aspect psychologique des choses est très important, vous le savez, dans la lutte contre un virus, plus que jamais. Et les Français ont peut-être changé dans leur comportement. Mais je voudrais développer sur l'hiver difficile. On a tous envie de pouvoir dire des choses rassurantes. Oui. On aurait envie, nous aussi. On a des tas de choses à faire dans les hôpitaux. Donc, quand on prend un ton grave et quand on dit que les choses sont plus compliquées, c'est pas pour emmerder les gens, c'est pas pour se rendre intéressant, c'est juste parce qu'on a envie qu'ils se protègent, qu'on puisse les protéger. Le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Justice, le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes entre aujourd'hui dans sa 3e semaine, Gabriel. La cour d'assises spéciale de Paris se replonge dans la cavale des frères Kouachi. À partir d'aujourd'hui, l'assassinat du policier Ahmed Merabet, boulevard Richard Lenoir, est examiné aujourd'hui. La famille du policier, abattu par les terroristes, a décrit la plaie ouverte laissée par cette tragédie. Les membres de la famille du policier ont été entendus, ainsi que les policiers, équipage BAC, unité VTT patrouille qui se sont constitués partie civile. La cavale de Chérif et Saïd Kouachi en dehors de Paris sera abordée demain par la cour d'assises. Un procès dont vous pourrez suivre le déroulement dans nos prochaines éditions, mais aussi sur notre site radioj.fr. On termine avec une affaire de fraude. La mannequin israélienne Bar Refaeli a été reconnue coupable de fraude fiscale. En détail, la top modèle a été reconnue coupable d'avoir fourni de fausses déclarations concernant ses périodes de résidence à l'étranger afin d'éviter des taxes israéliennes. La justice israélienne a condamné la mannequin à 9 mois de travaux d'intérêt général et à une amende de 2,5 millions de shekels, soit 610 000 € environ. Sa mère a de son côté été condamnée à 16 mois de prison et à une amende de 2,5 millions de shekels également, en plus du paiement de ses arriérés fiscaux. Merci Gabriel Attal. On part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve avec plaisir pour votre direct de Jérusalem. Pascal, le confinement en Israël démarra vendredi après-midi et il s'étalera finalement sur 3 semaines et non pas sur 2 comme annoncé initialement. Une décision qui suscite des remous. Pascal, pourquoi le consensus est-il introuvable sur cette question, tant sur le plan politique que médical et social ? C'est exactement le problème, c'est-à-dire que les 3 piliers sur lesquels devrait s'articuler la confiance du public, aucun de ces piliers n'est stable. On entend des discours divergents, aussi bien du point de vue politique, et je dirais là encore, on peut le comprendre, des positionnements idéologiques différents, voient la réalité à travers un prisme différent et arrivent donc à des conclusions différentes. Jusque-là, ça va, mais quand on se tourne vers les experts sanitaires, médicaux, scientifiques, et que là aussi,
Israël, on entend des thèses contradictoires sur le bien fondé du confinement, sur son utilité ou au contraire sur les risques qu'il peut faire courir, notamment le fait que les gens soient confinés chez eux au lieu de circuler à l'air libre. Alors on a un petit peu du mal à comprendre. Et effectivement, l'ordre des priorités qui a donc dû conduire le gouvernement à prendre la décision qu'il a prise hier de ce reconfinement généralisé pour une période de 3 semaines, mais ça érode évidemment à la fois la clarté d'esprit et la confiance du public dans les mesures qui sont prises. Vous parliez, Pascal, il y a un instant de divergence des experts. Le professeur Gabi Barabash, pressenti un temps pour devenir le monsieur Corona israélien, écrit dans une tribune sur le site N12 qu'un nouveau confinement ne servira à rien s'il n'est pas accompagné par la suite d'une action de dépistage massive menée par l'armée israélienne. Finalement, ces 3 semaines de confinement peuvent-elles, et permettez-moi cette hypothèse un petit peu radicale, mais c'est à dessein, est-ce qu'elles peuvent finalement ne servir à rien ? Mais c'est le cœur de la question, Steve, en réalité. On s'engage à nouveau dans 3 semaines de confinement, d'isolement, d'arrêt, en tout cas partiel, de l'activité économique. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que derrière, les mesures nécessaires sont prises pour cette fois-ci arriver vraiment à freiner? Tout le monde comprend aujourd'hui que le confinement, oui, c'est en fait bloquer le curseur. Bloquer le curseur, l'empêcher d'aller plus loin. D'accord, très bien. Mais une fois qu'on sort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les dispositions sont prises? C'est la question que pose effectivement le professeur Barabash. Et il la pose sur le plan épidémiologique, mais elle se pose aussi sur le plan économique, sur le plan social. Est-ce qu'on a pris les dispositions nécessaires de façon que les professions et les secteurs qui vont être le plus touchés par l'arrêt de l'activité pourront continuer à fonctionner et qu'ils puissent aussi continuer et reprendre leur activité une fois que le confinement aura été levé. Et c'est aujourd'hui effectivement l'inquiétude. On s'engage à nouveau, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et la clarté, en fait, c'est sur ce point-là qu'elle doit intervenir. Et c'est ça, je pense, qui contribuera à restaurer la confiance du public en Israël. Restaurer la confiance du public. En attendant, une forme de défiance s'exprime clairement ici ou là. Est-ce que cette situation est propre à Israël ou est-ce que vous pourriez la mettre en parallèle avec ce que nous vivons ici ces derniers jours en France ? Alors c'est évidemment délicat parce que comparaison n'est pas raison et c'est vrai qu'il faut entrer là-dedans à la fois des paramètres culturels, sociaux, mais finalement Israël a été un des premiers pays à déconfiner et l'a peut-être fait effectivement trop tôt, mais d'une certaine manière il a ouvert les vannes peut-être 3 semaines ou 1 mois avant l'ensemble des pays occidentaux. Est-ce que, là encore, on n'est pas aujourd'hui en avance de 3 semaines ou 1 mois sur ce qui est susceptible de se passer en Europe ou dans d'autres pays? C'est vraiment la question. Est-ce que finalement, y a-t-il une gestion idéale de l'épidémie de Covid? La réponse est évidemment non. Chacun essuie les plâtres, on tâtonne. Et je crois que c'est aussi ce qui ressort de ce qu'Israël vit aujourd'hui. Et c'est pas étonnant que le monde entier aujourd'hui, les médias du monde, aient tous parlé du reconfinement en Israël, puisqu'il est le premier pays à le faire. Et notamment ici en France. Merci Pascal de votre éclairage. Pascal Zunshine qu'on retrouvera demain à 14h10 pour un direct de Jérusalem. Pascal qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus longuement demain, puisque nous organisons, j'y reviendrai tout à l'heure, une édition spéciale consacrée à la signature d'un accord de normalisation entre Israël et plusieurs États du Golfe. À demain Pascal. À demain Steve, bon après-midi. Bon après-midi, on va marquer une pause à 14h, presque 14, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal de 14h avec le grand entretien en compagnie de Julien Sarfati Baloul. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Tous les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. Tous condamnent les attentats et certains reconnaissent même avoir ri lors de la projection des dessins de Charb lors de l'audience de jeudi. Sans l'aval, l'accord de l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, ni le Bahreïn n'auraient signé un accord de paix avec Israël. Eh bien non, mais je crois que vous c'est le cas. Et oui, c'est le cas. Je suis allée voir le nouveau film de Jean-Paul Salomé. Et écoutez, vous avez pris vos devants. Voilà, c'est comme ça. De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J.
Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Leader Cash, jamais 203. Après Paris 19e et Levallois, Leader Cash vous accueille dans son 3e et nouveau magasin à Gagny. Leader Cash, viande sous vide, salade, traiteur artisanal, surgelé, fruits légumes, laitage, vaste rayon de boissons et un stand de pâtisserie. Leader Cash, 82 rue Petit, Paris 19e, 81 rue Jules Guesde à Levallois, 71 avenue Henri Barbus à Gagny. 3 magasins pour le meilleur et pour le prix. Leader Cash vous souhaite Hak Sameach. 48 heures pour Israël, c'est parti. À l'occasion de ses 100 ans, le Keren Hayesod lance une campagne exceptionnelle au profit de jeunes Israéliens en très grande difficulté. À partir du dimanche 13 septembre et pour 48 heures, chaque euro donné sera doublé par de généreux mécènes du Keren Hayesod. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire 100 fois plus pour Israël. Donnez et faites donner autour de vous du 13 au 15 septembre sur keren-hayesod.fr. Keren-hayesod.fr. Shana Tova. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Pour les fêtes de Tishri 5781, Judaïsme en mouvement, anciennement ULIF et MJLF, vous donne rendez-vous du 18 au 28 septembre aussi en numérique pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vivez et partagez en direct la ferveur des fêtes de chez vous, en famille ou entre amis. Inscrivez-vous dès maintenant via notre site internet judaïsmemouvement.org. judaïsmemouvement.org. Shana Tova. 14h16, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Julien Sarfati Baloul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous connaissions comme brillant journaliste sur i24 News, mais vous êtes désormais manager France de la société israélienne Orcam Technologies. On entend beaucoup parler de ces derniers jours d'Orcam, on va y revenir dans un instant, mais peut-être un mot d'abord sur la technologie d'Orcam. Quels sont les dispositifs que vous proposez pour améliorer la qualité de vie des personnes aveugles ou malvoyantes ? Alors en fait, on parle de deux appareils essentiellement. On parle du MyEye et du Read. Le MyEye, c'est une toute petite caméra qui pèse environ 22 grammes et qui fait à peu près la taille d'un doigt et qui se clipse sur n'importe quelle paire de lunettes et qui en fait vous transmet en données sonores ce que vous pouvez pas voir. C'est-à-dire vous mettez la caméra, vous pointez du doigt ou vous activez la caméra et ça va vous lire le texte. Par exemple, vous mettez une feuille devant vous, vous mettez un livre ou même un écran d'ordinateur ou même un smartphone, ça va vous lire le texte. Ça reconnaît aussi les visages, donc vous pouvez enregistrer les visages de vos proches. D'accord. C'est très pratique par exemple pour les personnes âgées qui n'arrivent pas à reconnaître leurs petits-enfants parce qu'il y a un problème visuel. Ça reconnaît les couleurs, ça reconnaît les codes barres, ça donne l'heure, la date. Ça reconnaît les billets de banque également. À chaque fois, je pense à ma grand-mère lorsque je donne cet exemple. Et moi aussi. Je pense à la mienne. Ma grand-mère qui allait au supermarché qui ne voyait pas combien elle donnait d'argent à la caisse et qui ouvrait son porte-monnaie pour demander à la caissière de prendre l'argent. Et là, avec cette caméra, ça permet de repérer l'argent. Et le deuxième appareil, c'est le Read. Alors la différence entre le Read et le Eye, c'est que le Eye, c'est une petite caméra qui se clipse sur les lunettes, donc c'est portatif si vous voulez. Tandis que le Read, c'est comme un petit stylet qui se tient dans la main et vous pointez avec un pointeur laser sur un texte et ça vous le lit, tout simplement. Combien ça vaut combien valent ces deux dispositifs ? Alors, il y a plusieurs prix. Actuellement, il y a une promotion parce qu'on lance une campagne marketing très importante jusqu'au 1er novembre. Actuellement, en promotion, le Read est à environ 1 800 € avec la lecture intelligente. La lecture intelligente, c'est parce que vous pouvez poser des questions à votre appareil et il vous répond. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire directement « lis-moi à partir de tel endroit » ou ce genre de choses et il vous répond. Et le MyEye avec toutes les options, alors il y a deux types de MyEye, mais en gros, actuellement, il est soit à 2950, soit à 3950. C'est les prix des appareils. Encore une fois, et certains parfois se plaignent que c'est trop cher, mais à quel prix finalement, quelle valeur vous donnez à votre vue, c'est une grande question.
La société a été cofondée par les créateurs d'une autre start-up importante israélienne, Mobileye. Il s'appelle Amnon Shashua et Zvi Aviram. Et Julien Sarfati Baloul, votre société a réussi, si j'ose dire, l'un des grands coups de cet été avec le transfert de Lionel Messi, non pas vers Manchester City, mais donc vers Orcam. Le numéro 10 du club de Barcelone devient le nouvel ambassadeur d'Orcam Technologies pour 3 ans. Comment est-ce que vous avez convaincu la star argentine de vous rejoindre ? Alors, ça a été un travail de longue haleine. D'ailleurs, toute la rencontre, tout s'est fait avant le corona. Et on ne savait évidemment pas ce qui allait nous tomber sur la tête, évidemment, juste après. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des contacts entre ses managers et les fondateurs. Et en fait, il s'avère que Léo Messi a été profondément touché par la technologie et par l'histoire des malvoyants qu'il utilisait. Et donc, il a eu un intérêt personnel. Et en fait, on a sélectionné des malvoyants du monde entier. En France, c'est une femme impressionnante qui s'appelle Caroline Pilastre qui est allée. Et en fait, on les a invités à se rendre à Barcelone. On leur a pas dit pourquoi. On leur a dit qu'il y aurait une surprise. Ils sont allés à Barcelone. Il y avait des gens d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe. Ils sont allés en février, me semble-t-il, à Barcelone. Et là-bas, ils se sont vus offrir un appareil Maillai des mains de Léo Messi. Donc, c'était une rencontre qui était extrêmement émouvante. Et alors, je n'étais pas sur place, malheureusement, parce que c'était vraiment très limité pour le nombre de participants. Mais tous ceux qui étaient sur place ont raconté à quel point Léo Messi avait été très touché par sa rencontre avec les malvoyants. Il y avait des enfants, des personnes âgées, il y avait des femmes, il y avait des hommes, encore une fois, du monde entier. Un autre événement aura lieu cette semaine, précisément mercredi. Un partenariat sera annoncé entre Orcam Technologies et le Bondy Cessy Foot Club. Il sera présent non pas Lionel Messi, mais un autre footballeur, Jonathan Iconé, de Lille. Comment votre technologie accompagne-t-elle les footballeurs et les footballeuses non-voyants ? Alors, en fait, ça, c'était une rencontre qui était très intéressante, qui s'est fait d'ailleurs en parallèle du tournage de Messi. On espère d'ailleurs dans l'avenir pouvoir envoyer les joueurs du Cessy Foot Club de Bondy rencontrer Messi à l'avenir, on espère. Mais en fait, c'est pas un appareil qui les aide sur le terrain, si vous voulez. Ça, c'est des personnes qui sont malvoyantes ou qui sont aveugles et qui jouent au foot. C'est extrêmement d'ailleurs impressionnant à voir. Mais c'est des personnes qui n'ont pas besoin d'aide visuelle pour jouer au foot, vu qu'elles sont déjà habituées. Ça ne va pas améliorer leur performance sur le terrain. Non, ça les aide, si vous voulez, dans leur vie de quotidien, parce que c'est des gens qui sont informaticiens, qui sont avocats, qui sont étudiants, qui sont lycéens, etc. Et ça va vraiment les aider dans la vie de tous les jours. Et c'est une très belle rencontre qu'on a fait avec nos collègues de l'ensemble de l'équipe de Orcam. On a découvert ce Bondy Cessy Foot Club, donc ce club de foot pour malvoyants et aveugles à Bondy, en banlieue parisienne. Et tout de suite, le lien s'est créé de manière très naturelle parce qu'il y avait la campagne avec Messi, parce que c'était des jeunes qui s'inscrivaient dans cette campagne finalement de dépassement de soi. Et on leur a proposé un partenariat, donc on leur a permis, on les soutient financièrement en leur permettant notamment d'acheter des équipements sportifs. Et on va leur remettre à leurs joueurs mercredi des appareils Orcam lors d'une belle cérémonie avec en présence de la presse, en présence donc de Iconé. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura des maillots, les nouveaux maillots de l'équipe de Bondy avec le logo d'Orcam également. Ça va être une belle cérémonie. Merci Julien Sarfati Baloul d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes manager France de la société israélienne Orcam Technologies. Bon après-midi. Merci, vous aussi. 14h22, tout autre chose maintenant. Des chercheurs ont trouvé un nouveau poxvirus sur une chauve-souris égyptienne en Israël qui jusqu'à présent n'avait été vu nulle part ailleurs dans le monde. C'est votre histoire du jour, Gabriel. Oui, le virus a été trouvé sur une chauve-souris résidant dans les jardins zoologiques de Tel Aviv. Ce qui est inquiétant pour l'État hébreu, c'est que ce virus a été détecté nulle part ailleurs dans le monde et c'est la première fois qu'un poxvirus est identifié en Israël. La chauve-souris a présenté des symptômes jugés cliniquement normaux pour un poxvirus consistant de multiples lésions cutanées vésiculaires et nodulaires sur les membranes des ailes. Gabriel, est-ce que ce virus pourrait être transmis aux humains ? Le potentiel zoonotique, autrement dit la capacité du virus à passer des chauves-souris à l'homme, est inconnu encore aujourd'hui. Les chauves-souris sont des réservoirs de nombreux agents viraux qui sont transmissibles aux humains et aux animaux, par exemple le virus Hendra, qui peut passer des chauves-souris frugivores aux renards volants et des chevaux aux humains, selon le site web du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Le responsable de l'étude a déclaré que bien qu'aucune infection à variole n'ait été signalée chez les humains exposés à cette chauve-souris, il serait prudent pour les professionnels travaillant avec des chauves-souris de porter des vêtements et des gants de protection lors de leur manipulation pour éviter toute contamination à ce poxvirus. Prudence donc. Merci Gabriel.
L'info en plus maintenant avec, comme tous les lundis, de la politique au menu de ce 14h. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Dois-je rappeler que vous êtes éditorialiste politique et vous nous comptez avec bonheur l'actualité du théâtre le mardi sur Radio J dans l'émission Entracte. Christophe Barbier, nous revenons ensemble sur la gestion politique de ce qui ressemble bien désormais à une deuxième vague de coronavirus dans le pays. Un conseil de défense est tenu vendredi et le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment, devrait présenter à 17h des mesures complémentaires de lutte contre l'épidémie. Pourquoi le gouvernement mise-t-il sur une stratégie locale ? Parce que le gouvernement a entendu deux messages. D'abord, un message économique. Nous ne pouvons pas reconfiner brutalement tout le pays. Il faut faire de la chirurgie fine, de la dentelle. Donc la dentelle passe par le local. Et puis je pense que le gouvernement a entendu depuis le printemps un message politique profond du pays. Paris ne veut pas décider pour tout et pour tout le monde. On a vu pendant la première vague que les régions avaient été à la première ligne du combat contre le virus. La collaboration entre les régions a fonctionné. L'État a joué son rôle, pleinement son rôle, mais il doit laisser maintenant les collectivités locales respirer et assumer leurs responsabilités. C'est pas facile, parce que souvent les élus locaux ont tendance à être un peu démagogues, à ne pas fâcher leurs électeurs, et donc à minimiser les risques, à eux de prendre leurs responsabilités. Mais l'État a raison de réaffirmer ce couple préfet-maire qui a été instauré dans la lutte contre l'épidémie. Un couple préfet-maire, d'ailleurs, qui peut devenir plutôt un couple maire-préfet. Ceci dit, Christophe, la prise de parole du Premier ministre Jean Castex vendredi après-midi a peu convaincu. Est-ce que la communication du gouvernement va être un enjeu décisif dans les prochaines semaines, alors que d'autres mesures encore plus restrictives pourraient d'ici là être envisagées ? La communication du gouvernement est suspecte. Elle est suspecte depuis le début de cette épidémie, puisqu'on a tous en souvenir les paroles politiques, publiques, gouvernementales sur les masques. Les masques qui n'étaient pas nécessaires, qui pouvaient même être nuisibles si on le portait dans la rue, alors qu'il s'agissait en fait d'habiller une pénurie de masques. Donc évidemment, depuis, chaque fois qu'un ministre parle, y compris le Premier ministre, eh bien on a des doutes, on a des soupçons. C'est pour cela que Jean Castex a peut-être raison d'être modeste et d'en appeler surtout à la responsabilité des Français. Les personnes les plus fragiles doivent rester chez elles, être prudentes, s'exposer au minimum. Les plus jeunes doivent faire attention par leur inconséquence, bien compréhensible, à ne pas contaminer les plus âgés. En appeler à la responsabilité des citoyens, c'est sans doute plus efficace et en tout cas plus crédible pour le gouvernement que de taper du poing sur la table et de jouer les gendarmes. Un dernier mot, Christophe. Le député Europe Écologie Les Verts est l'un des candidats putatifs pour la présidentielle de 2022. Yannick Jadot accuse ce midi le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, je cite, de chercher surtout à foutre la trouille aux Français. Est-ce qu'un mouvement de défiance contre les mesures des autorités est en train de se structurer politiquement ? La défiance, elle est là. La méfiance est là. On a bien vu que les médecins ne sont pas d'accord entre eux et que les ministres ajustent leur discours en fonction des événements. Mais je ne pense pas que cela donne un mouvement politique unique, uniforme. Ça donne des embardées dans l'opinion qui valent au professeur Raoult ou à tel ou tel politique des moments de popularité. Mais je ne crois pas que la critique du gouvernement et du conseil scientifique et des médecins dans cette affaire d'épidémie puisse servir de fonds de commerce à des populistes ou à un quelconque camp politique. Les Français savent bien que quiconque au pouvoir, droite, gauche, extrême gauche, n'aurait pas fait mieux que le gouvernement que nous avons eu. C'est un gouvernement qui a tâtonné, qui a hésité, qui a agi avec retard, mais qui a aussi fait de bonnes choses. La pédagogie d'Édouard Philippe avait fini par marcher, le redéploiement des moyens de l'État a fonctionné. On a sans doute été moins bien accompagnés dans cette épidémie qu'on aurait pu le penser, le rêver idéalement, mais on a été mieux accompagnés que dans beaucoup d'autres pays. Il valait mieux être français face au coronavirus qu'être britannique, américain ou brésilien. Merci Christophe Barbier de votre éclairage. Je rappelle qu'on vous retrouve le mardi sur Radio J dans l'émission Entracte. Bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Une interview enregistrée juste avant cette édition. On va terminer en musique cette demi-heure. C'est la bande-son du 14h. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la dernière chanson de Lior Narkis, l'interprète de L'école et Khadiesh. Revient avec une ballade plus mélancolique, Ahava Zedmaot. L'amour, ce sont des larmes. Je ne sais pas ce qu'en pense Hélène Schumann. Je suis très étonnée qu'il soit encore vivant, Lior Narkis. Il a au moins 90 ans, non ? Oh non, vous êtes bien dur, Hélène, vous êtes bien dur. Il me semble que c'est ma jeunesse. Mais bon. Non, c'est
C'est un monsieur d'un certain âge, mais qui reste. Tant mieux. Qui va Parce bien. que je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Et il continue à chanter. Très bien. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. Une édition spéciale entièrement consacrée ou presque à la signature de l'accord de normalisation entre Israël, les Émirats arabes et Bahreïn. À demain, portez-vous bien.